Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous recevrons sur notre plateau Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole, avec qui nous nous demanderons comment préserver le pouvoir d'achat des consommateurs tout en redonnant de la valeur à l'alimentaire. Enfin, comme à notre habitude, nous clôturons cette édition du Minimag avec Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day pour la Como du jour. Désormais donc, en ouverture de notre Minimag, il est temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés, que nous avons puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Les Nations Unies font pression pour réduire le prix des engrais afin d'éviter une future crise de disponibilité, a déclaré un haut responsable du commerce des Nations Unies, impliqué dans des pourparlers visant à stimuler les exportations d'engrais russes, y compris l'ammoniac. La guerre de la Russie en Ukraine a alimenté une crise alimentaire mondiale et la flambée des prix des engrais selon les Nations Unies. La Russie et l'Ukraine sont les principaux exportateurs mondiaux de céréales, tandis que la Russie est également l'un des plus grands exportateurs d'engrais. C'est par ailleurs l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'engrais, potassiques, phosphatés et azotés, nutriments essentiels pour les cultures et les sols, produisant 13% du total mondial. Les exportations d'engrais de la Russie ont chuté, je vous le rappelle, de 7% au premier semestre 2022. Faciliter les exportations de produits alimentaires et d'engrais de la Russie est un aspect central d'un accord global négocié par l'ONU et la Turquie le 22 juillet dernier, qui a également redémarré les expéditions ukrainiennes de céréales et d'engrais de la mer Noire. L'accord comprenait de l'ammoniac, un pipeline transportant de l'ammoniac de la région russe de la Volga au port ukrainien de Ptydemni sur la mer Noire a été fermé lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dernier. L'ONU essaie maintenant de négocier une reprise de ces exportations d'ammoniac. La production de sucre de l'Union européenne devrait chuter de 6,9% au cours de la saison 2022-2023 pour atteindre 15,5 millions de tonnes à la suite d'une baisse de la superficie plantée et d'une grave sécheresse estivale dans de nombreuses parties du bloc commercial, a annoncé l'Union européenne dans une note publiée mercredi dernier. La sécheresse a entraîné une baisse des rendements de la betterave à sucre de 4%, tandis que la superficie plantée a également diminué de 4% selon le rapport. La consommation de sucre a augmenté de 5,6% en 2021-2022 pour atteindre 16,8 millions de tonnes, en partie sous l'effet d'un afflux de réfugiés ukrainiens, mais devrait légèrement reculer en 2022-2023 pour atteindre 16,6 millions, soit une baisse de 1,5% en raison de la hausse des prix du sucre. Le rapport note par ailleurs que les prix du sucre dans l'Union européenne sont passés à 484 € la tonne en août, un record dans l'ère post-quota qui a débuté en octobre 2017. La qualité des blés durs hexagonaux est jugée bonne par l'enquête France Agrimaire et Arvalis, Institut de végétal. En effet, les principaux critères présentant de scores tout à fait convenables, le taux de protéines est comme pour le blé tendre un peu inférieur à la moyenne quinquennale, mais reste correct. L'enquête analyse 150 échantillons sur 90 sites a été finalisée le 28 septembre dernier. La bonne nouvelle reste le taux de GMF, le grain germé moucheté fusarié, particulièrement bas en 2022 par rapport à la moyenne quinquennale. L'enquête estime que 98% des lots analysés présentent un taux inférieur à 2% contre 31% en moyenne lors des 5 dernières années, et la moyenne s'affiche à seulement 0,7%, ce qui constitue un excellent score. Le poids spécifique moyen est acceptable à 78,2 kg, malgré une certaine hétérogénéité. Cette année, 58% des volumes présentent un poids spécifique supérieur à 78 contre 55% en moyenne. Sur la période 2017-2021, le taux de protéines moyen s'élève à 14%, mais 61% des lots affichent un taux supérieur à 14% contre 76% en moyenne entre 2017 et 2021. Enfin, la vitrosité est louable car supérieure à 80% à 85% en moyenne. Les temps de chute de Hagberg sont excellents, 64% de la collecte dépasse les 250 secondes. Je vous invite à rester avec nous puisque juste après cette courte page de réclame, nous serons en plateau avec Madame Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole, avec qui nous discuterons inflation, mouvement de concentration et distribution. A tout de suite sur Téléfinance.
Nous sommes de retour dans cette édition du 7 octobre 2022 du Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Et pour notre interview du jour, il est désormais temps d'accueillir sur notre plateau Madame Florence Pradier. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Pradier, vous êtes directrice générale de la Maison des coopératives agricoles, la coopération agricole. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce conglomérat de coopératives agricoles? Oui, cette fédération en fait, cette association qui rassemble les 2300 coopératives agricoles françaises. Donc peut-être quelques chiffres pour vous permettre de bien positionner ce qu'est ce secteur, ce que représente ce secteur dans la partie alimentation, mais pas que. On a aujourd'hui 2300 coopératives, c'est un chiffre d'affaires consolidé de 90 milliards d'euros à peu près, 200 000 personnes qui travaillent aujourd'hui pour des coopératives agricoles et ça couvre tous les secteurs, la viticulture, les céréales, c'est des secteurs de l'élevage avec la viande évidemment. Ce sont des entreprises les coopératives sont des entreprises qui appartiennent aux agriculteurs et donc il faut savoir qu'aujourd'hui à peu près une marque sur 3 dans les magasins donc, que vous avez, je vais en citer quelques-unes, Paysans Bretons, Fleurette ou autres, Entremont, sont des marques coopératives donc, qui appartiennent à ces agriculteurs. Donc à peu près 40% de notre agroalimentaire aujourd'hui est fait et fabriqué par des coopératives agricoles qui ont développé leur production et leur transformation pour créer plus de valeur pour l'agriculteur. Créer plus de valeur pour l'agriculteur. Alors pourtant, dans l'actualité, depuis très longtemps, les agriculteurs rencontrent beaucoup de difficultés malgré de nombreuses aides, de nombreuses subventions, mais c'est pas suffisant pour leur permettre d'avoir des niveaux de vie décents, je dirais, d'une certaine façon. Du coup, aujourd'hui, la question principale, c'est la question de la préservation du pouvoir d'achat des Français. Est-ce qu'il est possible, selon vous, d'allier préservation du pouvoir d'achat des ménages français et maintenir la tête hors de l'eau des filières agricoles? Est-ce que c'est possible ça? Alors, il ne faut pas aller dans les injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, et quand on regarde un petit peu l'évolution de la part de l'alimentation dans le budget des ménages, on est passé en 50 ans de 50% à 13%. Aujourd'hui, la part de l'alimentation dans le budget d'un ménage, c'est à peu près 13% de ses moyens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gains de productivité qui ont été faits par l'agriculture française en 50 ans, même un peu plus, ont été redonnés aux consommateurs. C'est-à-dire que l'agriculteur et toute la productivité qu'on a gagnée sur l'agri et l'industrie ont été redonnés aux consommateurs pour pouvoir baisser en fait le prix de l'alimentation. Ça a des limites et on les voit, c'est qu'effectivement on a assécher un peu l'ensemble des filières alimentaires. Quand vous regardez aujourd'hui, depuis 20 ans, la France perd du terrain sur son propre terrain. 50% des volailles que nous consommons aujourd'hui, en 10 ans, on était autosuffisant. Aujourd'hui, c'est 50% des volailles qui sont importées, c'est-à-dire qu'on a perdu du terrain sur la production elle-même, parce qu'on n'a pas donné suffisamment de valeur, ou répercuté suffisamment de valeur, préservé suffisamment de valeur sur ce maillon agricole et agro-industriel. Pourtant, la souveraineté alimentaire, c'est le thème du moment. Depuis les différents confinements, la souveraineté alimentaire est au cœur des préoccupations des Français, de l'État français. Est-ce que, comme Florent Delmas, président d'Andros, vous êtes d'accord pour dire que le système agricole et agroalimentaire français fait faillite et que nous regardons ailleurs? Alors, on est vraiment à un point de bascule et je pense qu'il faut un électrochoc sur le sujet. Quand vous regardez l'état des lieux de la balance commerciale française qui ne fait que baisser sur la partie agroalimentaire, si on enlève les spiritueux, les vins, en fait. Si on enlève les vins et les spiritueux, on est négatif et ça continue de baisser, c'est-à-dire qu'on est sur des tendances au déclin, en fait. On a des pépites, je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on capitalise, mais par contre, il est urgent de repenser et de se remobiliser sur la production de valeur par la chaîne alimentaire, parce que sinon elle s'en va. Elle part ailleurs, et par rapport et au regard de la souveraineté alimentaire, dont on a effectivement beaucoup parlé, parce qu'on est sorti de la logique du tous les prix le moins cher possible, avoir les produits les moins chers possibles. Des produits de qualité. C'est important d'avoir des produits. On a un deuxième phénomène qui me paraît aussi important à souligner, c'est que la question des approvisionnements et de pouvoir alimenter les magasins va se poser dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent si rien n'est fait. On a des aléas climatiques qui viennent perturber de façon très profonde et structurelle l'ensemble des productions agricoles. Donc on a une capacité de production aujourd'hui qui se trouve
perturbés par ces aléas agricoles. Et pas seulement, alors c'est pas la seule difficulté que rencontrent les filières agricoles. Au-delà des aléas météorologiques, il y a également l'économie, la macroéconomie et l'inflation. L'inflation énergétique, les prix de l'énergie qui sont devenus insupportables pour les entreprises que sont les producteurs agricoles. Alors, effectivement, la question de l'énergie, c'est un phénomène qu'on n'avait pas l'année dernière à la même période, c'est-à-dire qu'on ne savait pas l'année dernière ce qui allait se passer. C'est un tsunami qui est en train de se produire. On a aujourd'hui, il faut bien comprendre que si les consommateurs sont protégés et il y a un bouclier finalement qui évite aux consommateurs de percevoir le prix de l'énergie sur sa facture, ça n'est pas le cas pour les entreprises, et qu'aujourd'hui, pour les entreprises, le coût de l'énergie, qui est la matière première qui est commune à l'ensemble de la filière alimentaire, qui sert à fabriquer des engrais, mais qui sert aussi à chauffer, à refroidir, à stabiliser l'ensemble de nos matières, eh bien ce coût de l'énergie, il est x8, x10. Je vais vous donner un exemple, un produit très simple, l'œuf. Dans l'œuf, le coût de l'œuf correspond à peu près à 70% de céréales et à 20% d'énergie. Si vous faites x8 sur l'énergie, vous comprenez bien que l'inflation du coût de l'œuf, du prix de l'œuf qu'on peut proposer aux consommateurs est considérable. Ce qu'on constate peut-être très rapidement depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que l'alimentation était plutôt sur une période on était plutôt en déflation plutôt qu'en inflation. On a eu une inflation, on connaît une inflation en France d'à peu près 8,5% depuis le mois de février. C'est énorme, c'est un truc qu'on n'a jamais vu depuis des années et ça n'est pas fini. Si le gouvernement n'intervient pas, ça n'est pas terminé. Alors, il y a eu des annonces de fait. Est-ce qu'elles vont être mises en application? C'est autre chose. Mais en tout cas, Elisabeth Borne, dans un discours du 14 septembre dernier, a dit que les aides qui étaient, le bouclier énergétique qui était destiné aux ménages, seraient également appliquées aux petites entreprises. Donc, restera à déterminer qui est une petite entreprise ou non. Mais en tout cas, potentiellement, le gouvernement aurait pris la mesure de ces difficultés qui s'annoncent. Est-ce que vous pouvez voir un petit peu où les niveaux d'inflation vont arriver? Vous me parlez de l'œuf, mais surtout sur les céréales, sur les grains. Est-ce que, pareil, on va être sur du x8 selon vous? En fait, on a déjà fait un x8, on a déjà fait un 8% d'inflation. Si rien n'est fait, si rien n'est fait, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il va falloir remettre à peu près 10%, entre 10 et 15, ça dépendra des filières évidemment. Mais si rien n'est fait, ça veut dire qu'il faut que le consommateur soit capable d'avoir absorbé 20% d'inflation sur son alimentation. Ce qui est quelque chose qui est effectivement très interpellant. C'est-à-dire qu'on pense que nous, ça n'est pas possible parce que ça va créer des fractures sociales importantes. Et donc, il est important que le gouvernement agisse. Est-ce que les mesures aujourd'hui gouvernementales sont suffisantes? Non. Le bouclier énergétique a de telles contraintes. Le bouclier, c'est l'aide énergétique. La France a voté une enveloppe de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, il n'y a pas 50 millions qui ont été consommés sur les 3 milliards. Pourquoi? Parce que les critères d'accès à ces aides sont bien trop élevés. Mais pendant ce temps-là, les entreprises sont en train de mourir à petit feu. Et donc, il faut quand même qu'on soit très conscient de ce qui se produit devant nous. Aujourd'hui, en 2022, on a encore des coûts de l'énergie avec des systèmes de couverture ou des contrats qui datent d'avant la guerre en Ukraine et qui sont encore applicables. À partir de 2023, on commence à avoir des couvertures tombées et donc les effets mécaniques en fait, de ces hausses vont devoir être répercutés ou bien les entreprises vont s'arrêter. Et qui dit les entreprises s'arrêtent dit vous n'avez plus de produits dans vos magasins. Plus de produits dans les magasins et crise sociale extraordinaire. Est-ce que c'est... alors depuis plusieurs années, le secteur des coopératives agricoles se concentre. Il y a beaucoup de rachats dernièrement. On a vu une Vivo qui a absorbé Soufflet. Est-ce que finalement se concentrer, c'est pas une réponse adéquate à cette problématique à cette difficulté rencontrée par le monde agricole? Est-ce que la solution n'est pas là? Est-ce que se développer en amont et en aval, finalement, c'est pas ce que devraient faire les coopératives agricoles pour être plus, je dirais, peser plus dans les négociations avec la grande distribution alimentaire? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Peut-être la première, c'est que évidemment les coopératives, elles ont tout intérêt à offrir le meilleur prix, enfin le meilleur produit au meilleur prix. Ça, c'est évidemment la logique. En revanche, elles ne peuvent pas mettre des entreprises en déficit structurel et donc il y a effectivement la question de pouvoir
avoir une inflation raisonnée qui correspond à juste la répercussion mécanique de la hausse qu'elles ont sur la partie énergétique. La question de l'efficacité, la performance dont on a parlé et qui a permis de passer de 50 à 13% dans le budget des ménages, évidemment, elle est toujours poursuivie. Et cette efficacité économique, elle va aussi avec une rationalisation. Donc, les questions de rapprochement entre entreprises, ça existe dans les coopératives, ça existe dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs, y compris le secteur alimentaire. Mais effectivement, ce sont des leviers de performance économique qui permettent d'agir dans de la mutualisation, améliorer en fait la performance économique du secteur et je dirais la compétitivité du secteur agroalimentaire France. Eh bien, ça passe aussi par des phénomènes de rapprochement, alors qui peuvent être de la concentration, mais qui peuvent être aussi de la collaboration. De la collaboration. Est-ce que cette collaboration, in fine, vous dites que 40% de ce qu'on mange, en gros, est issu des coopératives. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans un futur proche que les coopératives agricoles se transforment en distributeurs ? Alors ça, c'est pas le métier premier. Parce que, alors, je vais dévoiler un truc, c'est qu'on a préparé un peu cette interview, vous m'avez dit, ouais, quand même. Alors, non, justement, donc dans l'actualité de la coopération agricole, vous avez signé un partenariat avec Système U. Système U qui est connu comme étant un grand distributeur alimentaire, très localisé, qui travaille de façon très proche avec les producteurs locaux. C'est ce qu'ils disent et je sais que c'est vrai. Ceci étant, on sait également que les négociations, et surtout avec les centrales d'achat de Système U, sont très difficiles. Ils ont très très bons acheteurs. Est-ce que finalement, par la force des choses, les mettre de côté, vous aussi vous avez de très bons acheteurs de votre côté, de très bons vendeurs. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, si oui, que vous deveniez distributeur ? C'est pas possible, c'est impossible. Non, c'est pas impossible, bien entendu, c'est pas impossible. Les coopératives sont pleines de ressources et donc ont déjà d'ailleurs, pour certaines, des magasins de distribution-vente. Je pense au Gamme Vert par exemple, mais il n'y a pas que... Mais là, moi je parle de la grande distribution alimentaire. Alors, donc aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la question de pouvoir mettre son produit sur un linéaire qui finalement fait qu'il est vendu, on est dans un rapport de force en France. On est dans un rapport de force en France qui est quand même très particulier, c'est-à-dire qu'on a 20 000 entreprises qui négocient avec, on va dire, 4 grosses centrales d'achat qui, elles, ont fait l'objet de concentration pour pouvoir mettre plus de pression sur les fabricants. Donc la pression, elle existe. Ça fait 10 ans qu'on perd des marges. Ça fait 10 ans que la filière s'assèche. Donc on est dans des logiques de confrontation avec un des distributeurs qui a le drapeau blanc du « venez chez moi, je suis le moins cher ». Et donc qui va chercher ses clients en fait, qui essaye de ramasser et d'aller chercher tous les clients de la grande distribution juste avec le sujet du prix, en disant si vous venez chez moi, ce sera moins cher. Donc effectivement, il attire, il gagne des parts de marché. Cette guerre des prix entre les distributeurs, elle est extrêmement délétère pour l'ensemble de la filière. Alors nous, coopération agricole, on pense qu'en fait les logiques que nous devons avoir sont bien des logiques de filière où on doit s'approcher du consommateur et travailler pour le meilleur produit au meilleur prix avec le consommateur, et on doit être dans des logiques de partenariat avec des distributeurs qui restent nos clients, ça reste quand même des clients importants, mais par contre il faut qu'on soit dans des logiques partenariales et pas dans des logiques de confrontation où le seul prix fait loi. Et pourtant, cette logique de partenariat, on a l'impression qu'elle est mise à mal chaque année, en fait. Pourtant, il y a eu Egalim 1, maintenant il y a Egalim 2. Alors bon, Egalim 2 n'est pas forcément un succès phénoménal. Egalim 1 ne l'a pas été s'il n'y aurait pas eu Egalim 2. Du coup, on a l'impression quand même que cette logique de partenariat, qu'elle ne va que dans un sens. Oui, mais on revient à notre logique de départ, qui est de dire il faut que le consommateur ait plus de pouvoir d'achat, donc on met la pression sur les prix de l'alimentation. Pourquoi l'alimentation aussi L'alimentation, ça rentre 3 fois par jour dans votre quotidien. Alors que si vous achetez un frigidaire, c'est 1 fois tous les 10 ans. Donc effectivement, la tension qui est portée sur ces produits-là, c'est encore le seul produit qu'on paye avec une carte bleue. Vous avez beaucoup de choses qui sont aujourd'hui prélevées automatiquement, donc vous ne voyez pas les dépenses. Les dépenses alimentaires, vous les voyez, vous les percevez quotidiennement. Donc effectivement, il y a beaucoup de pression sur ce secteur et beaucoup de responsabilité sur ce secteur pour qu'on travaille évidemment sur le pouvoir d'achat. Mais il faut regarder aussi où sont et où vont les dépenses des Français aujourd'hui. L'immobilier qui a pris beaucoup de place dans ce budget des ménages et la partie alimentaire, je dirais, souffre énormément aujourd'hui de cette pression qu'elle a eue sur les prix. Et je ne dirais pas que la partie alimentaire, la partie agricole également. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse redonner
de la valeur à la filière alimentaire. Ok, très clair. Merci beaucoup, Madame Pradier, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la coopération agricole, la maison des coopératives agricoles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. On marque une pause et juste après, nous serons de retour dans le Minimag La lettre de l'acheteur avec Mathieu Driol qui nous présentera ses comos du jour. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour le Minimag La lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. Et après cette interview passionnante de la directrice générale de la Maison des coopératives agricoles, la grande patronne de la des coopératives agricoles françaises, eh bien nous retrouvons notre bien-aimé Mathieu Driol pour la commo du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les 15 jours dans notre Minimag. On va commencer votre commo du jour avec le jus d'orange qui pourrait continuer à rebondir. En tout cas, qui vient de marquer des nouveaux plus hauts. Alors, c'est encore un tout petit peu litigieux, puisque la résistance majeure aux alentours des 192, elle est sous pression. On a tenté la semaine dernière de la franchir en clôture, on n'y est pas arrivé. Pour l'instant, la bougie de la semaine, c'est une grande mèche haute au-dessus des 200, sans pour autant avoir cette clôture forte. On est néanmoins sur le jus d'orange, sur un processus de retournement très net, depuis grosso modo la mi-année 2020. Une première phase de hausse, des phases de plat, et puis depuis juillet 2021, une logique de creux et de sommet ascendant qui ne donne aucun signe de faiblesse. La logique, effectivement, depuis le rebond sur le support aux alentours des 150 était de marquer des nouveaux plus hauts. Ça semble le cas. La résistance majeure, c'est toujours un obstacle compliqué à déborder. Vous voyez, on avait testé à 2 reprises cet obstacle sans parvenir à le franchir. Généralement, lorsqu'on revient une 3e fois sur un niveau, c'est souvent pour le déborder puisqu'il est d'une certaine façon un petit peu épuisé. Les vendeurs se sont épuisés à essayer de le faire tenir et le courant acheteur est toujours très dominant. On peut donc s'attendre à une poursuite tout simplement de la hausse des cours du jus d'orange vers les résistances à 212, 227, 50, voire après 250, mais ça c'est à beaucoup plus long terme. On est vraiment sur un retournement très très bien construit. Et est-ce que c'est la même chose sur le cacao ? Alors, pas tout à fait. Vous le voyez d'ailleurs, parce que regardez tout simplement, c'est très très visuel. Cette logique de creux et de sommet ascendant sur le cacao, on ne l'a pas encore sur cet horizon de temps long. D'ailleurs, la moyenne mobile à 200 périodes est très plate, alors que la moyenne mobile à 100 périodes sur le cacao était vraiment un soutien des cours. Néanmoins, on a donné récemment un signe de force non négligeable. Vous voyez, les cours franchissent la résistance à 1936. C'était un obstacle qui avait été testé à 4 reprises et qui à chaque fois avait complètement bloqué les tentatives de rebond. Donc à très court terme, effectivement, cette logique de creux et sommet y est. À moyen terme, ça n'est pas encore le cas. Il va falloir déborder 2071 pour le coup, là, pour assister à une amélioration considérable de la tendance de moyen terme. C'est ce que le marché devrait aller tester dans les semaines à venir. Donc surveiller 2071, ça pourrait donner lieu à une très forte accélération haussière. Merci beaucoup, Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, et qui est avec nous tous les 15 jours pour la commo du jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette édition est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles actualités en lien avec le monde agricole et la filière agricole. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Au revoir.